Bonsoir chers collègues, nous sommes contents de démarrer un nouveau live. Cette fois ça concerne une thématique tout à fait nouvelle. C'est la rééducation neurologique, notamment la rééducation des patients souffrant de sclérose en plaques. Un grand plaisir d'accueillir Madame Sharifa Moujahid, qui est kinésithérapeute formatrice et travaillant notamment au CHU Ibn Rushd de Casablanca. Donc avant de l'inviter pour qu'il soit parmi nous, j'aimerais quand même présenter le programme aujourd'hui de demain, Inch'Allah. Donc en attendant qu'il soit parmi nous, j'aimerais bien vous présenter le programme de demain. Demain, nous aurons Simon Lombard qui va parler du syndrome du défilé thoraco-brachial. C'est un conflit assez difficile quand même dans sa rééducation. Et donc, il n'y a pas beaucoup de documents là-dessus. Et je vous invite vivement à être présent demain, Inch'Allah, parce que c'est également un sujet très intéressant. La semaine prochaine, nous aurons plusieurs thématiques qui sont en rendez-vous, notamment la thématique de la rééducation en réanimation, une thématique sur l'épaule, apparemment vous l'avez demandé hier, concernant les tendinopathies et les ruptures tendineuses après une intervention chirurgicale. Donc je vais voir est-ce que Madame Sharifa elle est parmi nous. Donc aujourd'hui je compte quand même saluer mon cher professeur Madame Fergougui Leila, qui est, je pense, pour la première fois parmi nous dans un live en direct. Bonsoir Madame Fergougui. C'est un grand honneur de vous avoir parmi nous, parmi les participants au live. Et on compte bien évidemment vous avoir dans nos lives prochainement. Donc nous sommes vraiment très contents de vous avoir parmi nous. Pour les personnes qui ne connaissent pas Madame Fergougui, c'est parmi les premiers kinésithérapeutes. Nous avons beaucoup appris avec elle dans les stages, notamment. Heureusement, il y avait de grands calibres, de grands encadrants dans les stages. Elle occupait kinésithérapeute responsable à la pédiatrie au CHU de Rabat. Et donc, c'est une personne qui a quand même marqué l'histoire de la kinésithérapie au Maroc, notamment par son implication professionnelle auprès des professionnels et surtout au moment où il présidait la Fédération nationale des physio-kinésithérapeutes pendant quelques années. Et donc, au moment où il était présidente, je pense que parmi les grandes réalisations, c'est l'intégration de la Fédération nationale des physio-kinésithérapeutes dans la WCPT, World Federation of Physical Therapy, c'est-à-dire après des années un peu de rupture avec des organismes internationaux, grâce à elle et son équipe à l'époque, on a plus ou moins accédé à un poste au sein de la WCPT, c'est-à-dire on est devenu membre parmi plus de centaines de pays qui sont représentés au sein de cette organisation. Donc rien que pour ça, je pense que ce grand pas qu'a fait le Maroc grâce à cette adhésion, et on doit normalement être reconnaissant vis-à-vis ce pas géant. Alors, je vais inviter Madame Sharifa. J'espère qu'il soit parmi nous. Bonjour, Younes. Salam alaikum, Madame Sharifa. Ça va, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Vous allez bien? Alhamdoulilah, on vous voit très très bien et on vous entend très très bien. Heureusement, alhamdoulilah pour la connexion. Ah ouais, alhamdoulilah, j'avais des petits soucis, mais bon, je suis désolée, j'avais un petit souci de connexion. Oui, c'est pas grave. Pas grave, on comprend. Alors, permettez-moi juste de vous introduire pour le public. Alors, Madame Sharifa est kinésithérapeute, formatrice, et son domaine d'intervention et de spécialité, c'est notamment la rééducation neurologique
Elle travaille au CHU de Casablanca et nous sommes très très fiers de l'accueillir aujourd'hui pour la première fois pour une thématique de neurologie. C'est la rééducation de la sclérose en plaques, qui est une pathologie un peu difficile, imprévisible, vous pouvez tout dire sur cette pathologie. Donc, je ne vais pas trop prendre la parole. Je vais laisser le soin à Madame Sharifa Moujahid de s'introduire par elle-même et de présenter le sujet. J'aimerais juste vous dire que je vais m'absenter pendant 1 minute pendant que vous faites la présentation pour ramener le chargeur parce que là, mon portable, sincèrement, il m'inquiète. Donc, allez-y, Madame Sharifa. D'accord. Bah, tout d'abord, merci de m'avoir invité à ces réunions que je trouve que j'ai suivies d'ailleurs depuis un certain moment. Et je tiens à vous féliciter pour la qualité pour cette initiative. En général, comme idée, c'est une idée qui est géniale. Alhamdoulilah, le Covid, il n'a pas apporté que de mauvaises choses, il a apporté beaucoup de... Et d'abord, je tiens à vous féliciter pour ça. Ou les collègues qui sont en train de nous regarder Ramadan Moubarak ou والله يوجعنا هذا الوقت هذا المحنة إن شاء الله بخير وعلى خير إن شاء الله. Et voilà, donc par rapport à moi, donc vous avez tout dit, je pense. Donc je suis kinésithérapeute depuis une petite vingtaine d'années en service de neurologie. Donc j'ai pratiqué que de la neurologie dans cette période et voilà. Donc et là mon sujet d'aujourd'hui ça va être sur la rééducation, traitement et surtout bilan aussi de la sclérose en plaques. Voilà. Donc je commence direct. Oui, vous pouvez commencer là. Je m'absente pendant 1 minute. Oui, je ramène le chargeur. Bien sûr, d'accord. Donc je commence tout d'abord par faire une petite introduction de ce sujet. D'abord, pourquoi j'ai choisi la sclérose en plaques comme premier sujet, comme un sujet déjà pour en parler. Pour la simple raison, c'est que la sclérose en plaques, il est parmi les pathologies les plus répandues d'ailleurs en service de neurologie et dans la neurologie mondiale. Et notamment par rapport aux conséquences fonctionnelles qu'elle peut fournir, que vous connaissez tous, que sont des conséquences qui sont très lourdes, et surtout par rapport à la tranche, à la population qu'elle touche, c'est la population jeune. Et donc, je ne sais pas si vous savez que la sclérose en plaques, elle est la deuxième pathologie mondiale qui fait qui reste handicap chez le jeune adulte. Donc, c'est la deuxième pathologie mondiale. Donc, c'est pas n'importe quoi. Elle est assez répandue dans notre communauté, malheureusement. Essayer de chercher des chiffres épidémiologiques concernant le Maroc, malheureusement, j'ai pas trouvé. Jusqu'à maintenant, on n'a pas des chiffres épidémiologiques marocains. Mais il y a l'association de la sclérose en plaques. Dernièrement, ils sont en train de voir pour rassembler tous les chiffres qui sont du Maroc. Et ce que j'ai, c'est qu'il y a c'est une pathologie qui touche fréquemment l'adulte jeune et qui débute entre 20 et 40 ans. Donc finalement, ça touche vraiment la population jeune qui est en train qui vient de terminer ses études généralement, qui sont en train de voir leur vie fonctionnelle. Et puis tout à coup, on a cette annonce de diagnostic qui n'est pas anodine, un diagnostic qui est très très lourd, qui est la sclérose en plaques. Alors, c'est quoi cette sclérose en plaques? Quelles sont ses conséquences? C'est ça ce qu'on va voir. Donc, déjà, la sclérose en plaques, c'est quoi? C'est une pathologie qui est inflammatoire et qui survient au niveau du système nerveux central et notamment au niveau de la substance blanche, comme vous connaissez, que c'est une pathologie qui est démyélinisante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle attaque la myéline et voilà, effectivement, du système nerveux central, qu'elle attaque la myéline par plusieurs mécanismes. Parmi les mécanismes, on parle aussi d'un mécanisme auto-humain. C'est pour cela qu'on a dit c'est une des pathologies auto-immunes et qui survient sur un homme entre 20 à 30 jusqu'à 40 ans.
forme, la particularité justement de cette pathologie, c'est qu'elle a une particularité de s'exprimer en différentes modes. Donc, j'ai dit qu'il y a 3 formes de sclérose en plaques. Il y a la première forme qui est dite récurrente rémitante, qui se fait par poussée-rémission. Donc, le patient qui peut faire des poussées. Par la suite, il y aura peut-être une rémission totale ou partielle. Il y a les symptômes. Et puis par la suite, donc après un certain moment, il y aura une autre poussée, ainsi de suite. Donc voilà. Deuxième cas de figure de la sclérose en plaques, c'est la sclérose en plaques seconde progressive. Ça veut dire que le patient, à chaque fois, il va faire une poussée. Puis par la suite, quand il y aura une rémission, ça ne sera pas total. Il y aura toujours des séquelles. Puis par la suite, il y aura une autre poussée, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'il va aggraver graduellement son état, mais ça va être toujours par des poussées. Par la suite, il y a la troisième cas de figure, c'est la forme progressive d'emblée. Ça veut dire que le patient, dès le départ, il va sentir une aggravation d'une symptomatologie quelque part, et qui va insidieusement, d'une manière continue, qui va s'aggraver petit à petit, sans qu'il y ait avec le facteur de la poussée. Donc, sans qu'il y ait vraiment de poussée. Quand il va faire les investigations, que ce soit IRM ou autre, donc il y aura les plaques qui seront visibles et toutes les manifestations qui vont porter vers la sclérose en plaques. D'accord? Donc, jusqu'à maintenant, ça va? Oui, ça va. C'est beaucoup mieux que tout à l'heure. C'est beaucoup mieux, alhamdoulilah. Donc, c'est juste... voilà. Donc, par la suite, je voulais parler de ça. Je voulais aussi parler de les symptomatologies. Qu'est-ce que ça va nous faire? Alors, déjà, il y a plusieurs formes. Et cette forme, à chaque fois, donc j'ai dit c'est une atteinte qui va toucher la substance blanche, et ça va donner plusieurs symptomatologies. Et c'est ça ce qui fait aussi la particularité de la sclérose en plaques, c'est que il n'y a pas de définition claire et nette et bien établie d'une sclérose en plaques. Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs patients atteints de la même manière, mais la symptomatologie, ça veut dire les symptômes qu'on va voir chez ces patients, ils seront tous pas obligatoirement pareil, et généralement on dit que chaque sclérose en plaques, ou chaque patient porteur d'une sclérose en plaques, il a sa symptomatologie propre à lui. Pourquoi? Parce que là où il y aura une atteinte, on aura une conséquence qui va justement produire, ou qui va dire l'atteinte. Par exemple, si on aura une atteinte au niveau de la moelle épinière, on aura une conséquence au niveau tout ce qui concerne justement cette symptomatologie de la moelle épinière, à savoir une paraplégie, une monoplégie, n'importe quoi. Donc il y aura à chaque fois, donc là où il y a un trouble, on aura une conséquence sémiologique. Alors plusieurs sémiologies, on va retrouver primo par exemple les troubles moteurs, qui constituent une 70% des troubles qu'on va voir chez ces patients. Donc ces troubles moteurs qui vont être traduits soit par des troubles de la motricité, à savoir la paralysie ou bien les parésies. Cette paralysie ou ces parésies qui sous plusieurs modes, comme j'ai dit, une paraplégie, une monoplégie, une tétraplégie, une hémiplégie. Donc on peut avoir toutes les modes possible. Et puis aussi, dans les troubles moteurs, on va aussi avoir on peut avoir aussi des troubles de l'asthénie et de la désadaptation à l'effort. C'est quoi cette asthénie et de la désadaptation à l'effort? C'est une fatigue pathologique. Fatigue pathologique, pourquoi on dit pathologique? Je vais bien m'expliquer, parce que c'est pas comme la fatigue qu'on va retrouver. On sent une fatigue après avoir fait un effort quelconque. C'est physiologique. Et puis, par la suite, quand on va avoir un peu de temps de repos, on va récupérer, l'organisme qui récupère, il y aura, voilà. Alors, par contre, ces patients-là, ils vont avoir cette asthénie d'origine centrale, qui est pathologique et qui est liée à la pathologie elle-même, à la sclérose en plaques, et qui est maintenant considérée comme une sémiologie importante, mais pour poser
le diagnostic de sclérose en plaques. Donc c'est une haute entité qui est très 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 importante dernièrement et qui n'est plus dans l'ordre psychogène, c'est pas dans l'ordre psychologique. Hein. Donc parce que les patients, les patients qui souffrent beaucoup de ce symptôme, au début on mettait ça sur le compte d'une dépression psychologique ou là tout simplement une fatigue qui est transitoire. Maintenant, non, c'est une constitution à part entière comme symptomatologie et qui aggrave, en plus de ça, elle aggrave les autres symptomatologies qu'on peut trouver, notamment dans le trouble moteur, dont notamment le déficit, la marche, l'équilibre, l'attention en général, aggravées à cause de cette asthénie. D'accord ? Et puis, il y a des troubles cérébelleux. S'il s'avère qu'il y aura une atteinte au niveau du cervelet, de la substance du cervelet qui touche minimum 10% des cas, donc ces personnes ont un syndrome cérébelleux, soit statique ou cinétique, et qui va faire des dysfonctionnements de la coordination. On sait bien ce que c'est que les troubles cérébelleux, dysfonctionnement de la coordination, de la gestualité, de l'ataxie de la marche, ainsi de suite. Donc traduisant les dysmétries, les dyschronométries et tout ce qui en suit. Puis aussi, on peut avoir des troubles sensitifs. Des troubles sensitifs dans leur dans les deux cas, on aura sensitif superficiel, par exemple le toucher ou la thermoalgie, ou des douleurs, ou même des paresthésies, donc des douleurs neuropathiques, d'ordre neuropathique, ce ne sont pas neuropathique, c'est central, qui peut aussi à la mobilisation, à la fonction en général, et aussi quand on aura des troubles de la sensibilité profonde, notamment à l'arthrokinétique ou à la vibratoire, pareil, on va avoir de l'ataxie, de la marche ou de la posture ou de la fonction, de la gestualité en général. Il y a aussi, on peut trouver des troubles de communication. Les troubles de communication, on va dire qu'est-ce qu'on a nous les kinés avec la communication. Là, on a tous les pourquoi ils ont ces troubles de la communication? Parce que dans le cadre soit d'une atteinte par exemple du cervelet, le cervelet il a aussi il peut y avoir une dysarthrie cérébelleuse, donc il va engager la parole, d'accord, et du coup donc une parole qui pourrait être un petit peu scandée, saccadée et pas compréhensible. Et donc, il y aura un problème de communication avec le patient. Donc, ces plaintes, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut exprimer, ne sera pas toujours compréhensible. Et ça va aggraver le problème de processus dépressif qu'il est déjà au niveau de la sclérose en plaques, chose qui va faire un cercle vicieux avec la dépression, avec l'asthénie, avec les troubles moteurs et ainsi de suite. Et ça va retentir sur la fonction en général de ces patients. Donc cette dysarthrie qui pourrait être soit d'origine cérébelleuse, soit d'origine paralytique ou d'autres d'origine. Donc on aura des difficultés de la parole, des troubles de langage, aussi par d'ordre cognitif, parce que les patients aussi, et la plupart, j'en ai pas parlé, j'ai sauté, mais la plupart des patients aussi, ils ont des troubles cognitifs. Du coup, ils n'ont pas un sujet qui est stable pour parler, donc ils peuvent parler de n'importe quoi, de n'importe qui, et sauter du coq à l'âne, comme on dit. Donc même, et ça peut retentir sur la prise en charge rééducationnelle de ces patients. On peut aussi, par la même occasion, et par le même, plus ou moins par le même centre, à côté, donc on peut avoir même des troubles de déglutition dans des cas trop graves, soit d'origine cérébelleuse ou autre. Donc on peut avoir des troubles de déglutition, on peut avoir des troubles vésicaux, sphinctériens et sexuels, des troubles visuels, des troubles neuropsychologiques. Donc tous ces troubles-là, ils sont qui peuvent altérer la fonction générale. Donc déjà la déglutition, si le patient il n'arrive pas à bien manger, il n'arrive pas à bien se nourrir, ça veut dire qu'il y aura une malnutrition. Cette malnutrition qui va affecter le physique, cette physique qui va ne pas être capable de se gérer et donc qui va aggraver l'asthénie. Cette asthénie qui est déjà là par le biais central.
Et donc, on sera dans un cercle vicieux. Et puis, par la suite, s'il y a une asthénie qui est grave et qui est massive, ben, le patient il ne pourra pas suivre sa rééducation, ne pourra pas suivre ses activités journalières, ne pourra pas tout simplement faire ses manœuvres journalières. Est-ce que ça va? Ça va, tout va bien, alhamdoulilah. J'ai 5 questions. Est-ce que je peux vous les donner ou bien vous préférez Oui, continuer? oui, oui, Oui. oui. Si ça concerne Alors, cette partie, oui. oui, ça concerne notamment 2 questions ou 3 qui concernent cette partie. Alors, il y a une question concernant l'hérédité et plus ou moins la participation de l'hérédité dans le processus, dans ce processus inflammatoire qui est la CEP. Vous pouvez dire là-dessus, est-ce qu'il y a une place de l'hérédité là-dessus? Alors, sclérose en plaques et hérédité. Généralement, la sclérose en plaques, elle est incriminée par, j'en ai pas parlé, mais il y a des pays où il y a des zones où il y a plus de personnes, où il y a plus de patients qui sont porteurs de sclérose en plaques. Normalement, notamment, il y a les pays nordiques de l'Europe, il y a l'Europe médiane aussi, donc tous les pays méditerranéenne, donc nous on fait partie et ça donc on en parle en fait de facteur environnemental. C'est pas un facteur héréditaire, d'accord? Ça n'empêche que dans mon service on a vu des familles sclérose en plaques et qui sont très 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 rares. C'est pas vraiment et c'est pas une règle générale. Donc c'est une exception. Donc non, il n'y a pas à ma connaissance il n'y a pas de facteur d'hérédité. D'accord. Deuxième question. Alors, la deuxième question, elle concerne certains signes cliniques, notamment 3, la spasticité, l'équilibre, l'incontinence. Qu'est-ce que vous pensez de ces symptômes? Alors, j'en ai parlé. Dans les troubles moteurs, j'ai dit il y a soit la paraparésie, soit les troubles paralytiques, ou bien il y a aussi des troubles du tonus. Bien sûr, 85% des cas des scléroses en plaques, ils auront ce symptôme de spasticité. Donc ça, c'est une symptomatologie qui est quasi permanente, puisque primo, c'est une atteinte qui est centrale, qui est pyramidale, et qui touche le faisceau pyramidal, et on sait très bien que le faisceau pyramidal, il est le responsable de l'activité fonctionnelle active des muscles, mais aussi du tonus musculaire qui va, bien sûr, se pencher vers la spasticité. Donc c'est quelque chose qui est pratiquement constant. Pas toujours, mais pratiquement à 85% quand même des cas. Les troubles de l'équilibre, j'en ai parlé, ça rentre dans soit par atteinte cérébelleuse, et cette atteinte cérébelleuse, il contient, c'est 10% des cas de sclérose en plaques. Ils vont avoir ces troubles de l'équilibre à cause d'une atteinte cérébelleuse, mais il n'y a pas que l'atteinte cérébelleuse qui fait les troubles de l'équilibre, il y a aussi la sensibilité profonde ou superficielle. Les deux qui peuvent vous faire aussi des troubles de l'équilibre. Je vais en parler d'ailleurs dans les bilans. Alors, et l'incontinence, vous en avez parlé, je pense. Ça commence à couper. On peut avoir soit de l'incontinence. Vous m'entendez? D'accord. Oui, maintenant je commence à vous entendre. Alors, il y a une question personnelle, en fait, personnelle par rapport à celui qui la pose. Une fille qui déclare qu'elle vient de découvrir sa CEP en mois de février. Heureusement pour elle, elle a fait une récupération totale. Et ce qu'elle demande, est-ce qu'elle aurait besoin de la rééducation? Oui? Est-ce que je peux recommencer? Oui, répétez s'il vous plaît. Alors, c'était une question personnelle, une fille qui déclare qu'il vient de découvrir qu'elle a une sclérose en plaques et qu'elle l'a récupérée au bout de presque d'un mois, c'est-à-dire il l'a découvert en février, récupération juste après. Est-ce qu'elle aura besoin de la rééducation, quoique l'évolution était vraiment très bonne? Oui. Alors, elle demande est-ce qu'elle a besoin de la rééducation?
Oui. Alors, dès qu'on déclare diagnostic, ça c'est une règle générale, dès qu'on a le diagnostic de sclérose en plaques, la rééducation, elle a sa place, dès le départ. Sauf que le but de la rééducation qui doit changer la phase de la pathologie. D'accord? Donc on verra ça dans la rééducation. La rééducation et l'éducation physique en général qui va être apportée surtout en premier par rapport à cette patiente-là. Ce sera l'éducation physique, sportive et la rééducation, elle a sa place, oui. Si vous voulez, je peux en parler, mais je préfère le traitement pour ne pas être répétitif. D'accord, d'accord. On laisse ça à la fin pour parler du traitement. Voilà. Alors, reste des questions, je pense qu'ils ont un rapport avec le chapitre que vous allez aborder maintenant. Donc, une fois vous terminez le chapitre, je peux vous poser le reste des questions. Bien sûr, d'accord. Donc, il y a dans les bilans, premier bilan qu'on va aborder, bon, c'est un bilan qui est médical. En fait, c'est le médecin qui le fait, mais je pense que les kinésithérapeutes doivent le connaître parce que on va voir ça normalement dans au niveau de l'ordonnance. Par exemple, là, une patiente qui a une sclérose en plaques a EDSS-A. Il faut savoir ce que c'est que le DSS. D'accord? Le DSS, c'est une Expanded Disability Status Scale. C'est une échelle internationale pour stadifier tout simplement cette pathologie. D'accord? C'est une échelle qui est de 10 échelles, enfin 10 points, mais qui sont échelonnés à 0,5. Donc finalement, on aura 20 points. D'accord? Donc de 0 jusqu'à 3,5, c'est qu'il y a une atteinte, mais qui n'est pas très sévère sur le plan des paramètres fonctionnels importants, d'accord, et que je parle en général, et que la marche et l'équilibre et la fonction motrice, elle est préservée, d'accord. Donc il y aura des fonctions, des paramètres fonctionnels d'ordre plus soit cognitif ou autre, mais qui ne retentissent pas sur la marche. À partir d'un EDSS 4 jusqu'à 7 et au-delà de 7, je pense que c'est là, généralement, il y aura plus de participation de kinésithérapeutes et on aura plus de demandes en rééducation. Donc, à partir de 4, on aura une déficience au niveau de la marche. Et on aura une limitation, notamment au niveau du périmètre de la marche. Et selon ce périmètre de la marche, on va augmenter de points de plus en plus avec d'autres paramètres fonctionnels qui seront très importants, que ce soit au niveau de l'atteinte cérébelleuse, au niveau de la fonction de la spasticité, au niveau, donc tout ça, donc tous ces paramètres qui vont n'a aucun déficit musculaire. Donc il faut vraiment différencier entre déficit et asthénie. Il n'y a pas de paralysie, il n'y a pas de déficit. Bon, il peut y avoir, c'est pas carrément, il peut y avoir un petit déficit, mais normalement qui ne doit pas l'empêcher à marcher et à se déplacer. Mais l'asthénie, il peut survenir à un certain moment où le patient n'arrivera pas à bouger de son lit. Et donc d'une apparition qui est aiguë, donc ça fait une fatigabilité, ce qu'on appelle une asthénie aiguë. Comme il peut y avoir une asthénie chronique qui est aussi anormale, qui peut durer des jours et même des semaines, chose qui n'est pas normale. Et donc c'est un patient qui va sentir cette asthénie qui va durer depuis des semaines, voire même des mois. Ce sont des patients qui toujours, ils parlent de leur asthénie, qui les empêche à faire leurs fonctions journalières, leurs tâches ménagères, même leurs fonctions au niveau de leur travail, ainsi de suite. Donc ça retentit effectivement sur leur vie sociale. Et ça aggrave la symptomatologie et ça aggrave l'aspect psychologique, ça aggrave par la suite. Parce que quand on est inactif et quand on est trop fatigué, bah, automatiquement, il y a même l'aspect physique qui va flancher aussi. Donc, il y a les muscles qui vont suivre, qui vont flancher, qu'il n'y a pas assez de force pour continuer, il n'y aura pas assez de travail. D'accord? Donc, et ça peut être très mal vécu par le patient. Alors, cette asthénie, jusqu'à maintenant, sur le traitement médical, il faut savoir qu'il n'y a pas de traitement.
Il n'y a aucun traitement qui a prouvé son efficacité par rapport à l'asthénie. Le seul traitement qui existe jusqu'à maintenant, c'est la rééducation. C'est le seul traitement. C'est pour cela que j'en ai parlé. Oui. J'aimerais juste placer une parenthèse, c'est la même chose en oncologie. On n'a pas encore trouvé de traitement pour la fatigue, traitement médical. Merci. Oui. Oui, c'est la même chose. Donc, parce que la fatigue, les études qui ont été faites, ils n'étaient pas faites que sur la sclérose en plaques, mais sur toutes les pathologies chroniques qui induisent la fatigue. Et jusqu'à maintenant, effectivement, et entre autres, il y a l'oncologie aussi. Il y a les maladies infectieuses, il y a la maladie aussi neurologique, et puis il y a l'oncologie aussi par la suite. Donc, il n'y a pas de traitement. Et le seul traitement, pour l'instant qu'il y ait, c'est la rééducation. Mais maintenant, avant de rééduquer, il faut qu'on ait un outil déjà pour quantifier ce que c'est cette fatigue. D'accord? Parce que ça reste quand même un truc qui est subjectif. Le patient va me dire oui, je suis fatigué. Il peut venir après la séance d'après, il va me dire je suis toujours fatigué. La semaine d'après, il va je suis toujours fatigué, un peu moins ou un peu plus. Mais on n'a pas cette quantification. Donc par la suite, on a établi des bilans qui sont spécifiques à la sclérose en plaques qui sont spécifiques à la fatigue. Notamment, il y en a plusieurs, mais il y a un ou deux qui sont très spécifiques. C'est le premier, c'est le FIS, ou la fatigue, et c'est un questionnaire, tout simplement, un questionnaire est fait sur 4 items, soit que c'est impossible, possible, c'est très possible, ainsi de suite. Donc, et que c'est un auto-questionnaire qu'on peut donner au patient de remplir. S'il n'arrive pas, on le lui lit et le praticien qui le remplit. Il y a ce premier, et puis il y a le Fatigue Impact Scale, ou la Fatigue Severity Scale, le FSS, qui est fait sur 9 questionnaires, 9 questions, un peu plus réduit et qui est plus facile. C'est pareil, c'est la même chose sur 4 points, sur 7 points par contre, et de 1 à 7, plus la symptomatologie, elle est vraie, elle est très importante. Donc on coche une cotation plus grande. Et puis, il y a aussi le Modified Impact Scale, Fatigue Impact Scale, où c'est sur 4 points, qui est aussi une autre version du FSS qui est beaucoup plus simple et qui est facilement réduite parce que le FSS, il se fait sur les 40, donc ça fait un peu une échelle qui est un peu longue à faire, qu'on peut faire par exemple au début du traitement puis à la fin du traitement. Par contre, le Modified Fatigue Impact Scale, on peut le faire sur 2-3 minutes, donc c'est une échelle à reproduire à chaque séance. C'est pas difficile, c'est sur 5 questions. Donc, par la suite, donc, avoir une quantification plus ou moins objective sur ce que cette asthénie. D'accord? Oui. Alors, bien entendu, il y a l'asthénie, comme j'ai dit, qui peut être il y a d'autres facteurs qui peuvent, on va dire, influencer cette asthénie ou bien qui vont masquer cette asthénie. Notamment, il y a 2 choses, notamment la dépression et la somnolence diurne. Alors, c'est pour ça qu'il va falloir faire d'autres bilans pour différencier entre ce qui fait de la part de la fatigue elle-même et où cette personne, elle est fatiguée tout simplement parce que il est juste somnolente pendant la journée. C'est la somnolence, c'est une autre pathologie, donc c'est une autre atteinte qui pourrait être accompagnée, qui peut accompagner cette asthénie, ou bien c'est la dépression qui majore, parce que quand on est déprimé, on a la sensation d'être fatigué. Donc c'est un facteur qui est contribuant à l'asthénie elle-même, et c'est pas l'asthénie centrale dont je parle. D'accord? Deuxième bilan qui est aussi très important, c'est le bilan de la spasticité. Comme je vous ai dit, 85% des patients, ils présentent la spasticité. Donc il est obligatoire de chercher et quantifier aussi cette spasticité par les moyens qu'on sait. Il y a plusieurs moyens. Moi, je préfère personnellement l'Ashworth modifié. C'est facile à appliquer, c'est aussi plus ou moins qui est très focalisé.
muscle par muscle, et c'est facile normalement, et il n'y a pas de d'interaction entre jugement entre thérapeutes, généralement. D'accord. Donc, vous connaissez donc la short modifiée de cotation de 0 à 4, ainsi de suite. Il y a aussi l'échelle de Tardieu. L'échelle de Tardieu qui tient compte de la posture et de la vitesse de l'étirement. Donc, à une certaine vitesse, on peut monter cette spasticité et on va noter à quelle vitesse, à quel angle, avec une certaine vitesse aussi, est-ce que rapide ou lente, exactement, on a cette spasticité où là, il y a une exagération. D'accord? Ça, c'est par rapport à l'échelle de Tardieu, donc où il y a la cotation par la suite, 1, 2, 3, 4. Donc, il y a les quatre cotations. Aussi, dans le cadre de la spasticité, maintenant qu'on a les smartphones, qu'on a tous quelque chose à côté, on peut filmer. D'accord, on peut filmer ce que fait l'impact de cette spasticité sur la gestualité et notamment sur la marche. Donc, ce patient, comment il se retourne, comment il fait ses transferts, comment il marche, comment il attrape avec sa main, comment il fait les choses. Donc, on peut faire comme séquence vidéo, des petites séquences vidéo. Ça va nous rapporter à ce qu'il faisait avant et puis ce qu'il va faire après la rééducation. D'accord. Et puis, il y a le retentissement, le bilan de retentissement de la spasticité elle-même, notamment sur le retentissement orthopédique, donc les raideurs articulaires qu'on peut avoir, ou là l'hypoextensibilité voilà, tendineux, donc par les mesures goniométriques, donc le retentissement de la spasticité sur les différentes articulations. Il y a le bilan fonctionnel qui est aussi très important à faire. Et parmi les bilans fonctionnels, moi j'aime bien, et ça concorde parfaitement, la MIF, tout simplement, parce qu'elle englobe pratiquement toutes les pathologies, toutes les symptomatologies qu'on peut retrouver chez les scléroses en plaques, notamment les transferts, la gestualité, l'habillement, les fonctions supérieures, la mémoire, la communication. Donc tout ça, on peut le retrouver dans la MIF et ça nous fait, et elle est facile à appliquer et ça nous fait un travail ou une vision globale sur ce que peut faire la sclérose en plaques par rapport à telle ou telle personne. Il y a par rapport, bien sûr, de l'ataxie, les troubles de la marche, il y a des bilans spécifiques, vraiment très spécifiques. Bilan de l'ataxie, il y a, si c'est cérébelleux, d'origine cérébelleuse, il y a l'échelle spécifique de l'ataxie cérébelleuse qui comprend plusieurs items, notamment sur le tonus musculaire. Alors ces patients-là, au contraire, on n'aura pas vraiment, il y aura peut-être de la spasticité, mais qui masque l'hypotonie que fait le cervelet. Il fait le contraire, il fait l'hypotonie, d'accord. Il y a les troubles posturaux, il y a les troubles on peut voir aussi le tremblement, on peut voir les troubles de la marche, on peut avoir les troubles de la posture, on peut aussi les troubles moteurs. Les troubles moteurs, notamment le doignet, talon, genou, la diadochocynésie, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est dans l'échelle spécifique et elle est cotée sur 48 points. Donc plus les points, plus on aura plus de points, plus ça veut dire que c'est un patient qui est ataxique et qu'il aura besoin de rééducation pour ça. À part ça, il y a le Get Up and Go test qui est aussi très spécifique. Si le patient, bien sûr, il a toujours la possibilité de marcher et de faire bien sûr, ses déplacements, ainsi de suite. Il y a le Time It Up and Go test aussi pour chronométrer parce que il y a des personnes qui marchent grâce à la spasticité, mais la spasticité ou l'ataxie cérébelleuse, il va fournir une lenteur de l'exécution de la marche ou de la fonction en général. Et du coup, donc, on aura un retard dans ce score, ainsi de suite. Et puis, donc, à part ça, donc, il y a tous les bilans qu'on peut faire par rapport aux troubles neurologiques, notamment les bilans cutanéotrophiques, si ce patient, il est grabataire, il est confiné au fauteuil roulant, donc il faut voir l'état de la peau, il faut voir l'état des escarres, il faut voir l'état de la trophicité aussi, donc tout. Le bilan sphinctérien, les bilans sphinctériens, donc on peut avoir de tout, vraiment de tout. Primo, on peut avoir de la rétention urinaire, ou une rétention ou une incontinence urinaire,
ou une incontinence après rétention, ce qu'on appelle une incontinence après regorgement. Ça veut dire que le patient, normalement, il est en rétention totale. Et là, je pense que c'est Madame Dbar qui va bien élargir, elle a bien élargi les symptômes. Donc, une rétention, puis à un certain moment, quand la vessie elle est trop pleine, il y a une certaine pression intravésicale qui se fait et puis par la suite, il y aura une fuite d'urine par regorgement, ce qu'on appelle d'urine par regorgement. C'est pas de l'incontinence, mais c'est de la rétention, à cause de la rétention. Donc, on peut avoir constipation, c'est le aussi par rapport au traitement, par rapport aux symptomatologies de la constipation ou par rapport à la matière fécale, des fécalomes. Donc c'est aussi par rapport à la spasticité et de la non-mobilisation. Par contre, l'incontinence anale, elle est vraiment très, 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 très rare. D'accord. Aussi, il y a des polacuries, l'urgenturie, ça c'est aussi c'est très 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 fréquent au tout début, avant d'arriver à la rétention totale. Voilà. Donc là, c'est concernant la partie des bilans. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette partie? J'ai une seule question concernant cette partie. C'est plus ou moins une question qui se demande quelle est la différence et le rapport entre la sclérose latérale amyotrophique et la sclérose en plaques. Alors la sclérose latérale amyotrophique, ça n'a rien à voir avec la sclérose en plaques. La sclérose latérale amyotrophique, alors la sclérose en plaques, sclérose, effectivement, c'est sur la plaque, sur l'IRM, on va voir des plaques sclérosées, des plaques noirâtres au niveau de la moelle, au niveau de la substance blanche. Donc c'est ça, c'est par ça qu'on a eu cette nomination. Par contre, la sclérose latérale amyotrophique, c'est une atteinte qui est atteinte au niveau de la corne antérieure de la moelle épinière. Donc que de la moelle épinière. On est au niveau de la moelle épinière et au niveau de la corne antérieure de la moelle épinière. C'est une pathologie qui est purement motrice et qui ne touche pas du tout le versant sensitif, d'accord, et qui fait qu'il y ait une dégénérescence de la deuxième motoneurone qui se retrouve au niveau de la moelle épinière. Donc la première motoneurone qui se retrouve au niveau du cerveau, la deuxième au niveau de la moelle épinière, qui est exécutive pour exécuter une fonction quelconque motrice. Donc là, c'est au niveau de la moelle épinière, il y aura une destruction de cette deuxième motoneurone et qui va faire un déficit moteur pur. Donc aucune anomalie sur le versant sensitif. S'il y a une anomalie sur le versant, alors là, ça tique. Ça veut dire qu'il faut remettre en question le diagnostic de sclérose latérale amyotrophique. Et aussi, c'est une pathologie qui est très, très fâcheuse et l'évolution qui n'a rien à voir avec la sclérose en plaques. D'accord. Alors, avant de vous poser la dernière question concernant ce chapitre, tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler sur la fatigue et cette interférence avec la somnolence, la dépression, on a presque la même chose dans le cadre de l'oncologie. On n'arrive pas à déterminer qui est l'origine de cette faiblesse qu'a le patient. Est-ce que sa dépression sur le plan psychologique, ses problèmes de sommeil, ou bien la fatigue, c'est exactement le même problème. Quand vous étiez en train de parler, je voyais plus ou moins l'oncologie, c'est un peu le même schéma. Et la question que j'ai, c'est la sclérose en plaques. Est-ce que vous constatez qu'il y a beaucoup de malades qui vont finir par avoir des maladies rénales? Non, pas obligatoirement, non. Pas à ma connaissance, non. S'il n'y a pas de retentissement peut-être médical, c'est les effets secondaires des médicaments, peut-être, oui, mais la pathologie elle-même, elle n'a aucun retentissement sur la fonction rénale. D'accord. Et en même temps, pour le traitement médical, il y a une question dans la première étape qui a été posée. Est-ce qu'une atteinte qui se concentre au niveau des membres inférieurs, c'est-à-dire l'impact, elle est surtout sur les membres inférieurs, est-ce que la rééducation serait une solution sans traitement médical? Alors, qu'on soit clair, la rééducation, c'est un traitement symptomatique. D'accord? On traite les symptômes. On ne traite pas la maladie. Alors, dans les traitements, il faut différencier ce que c'est qu'un traitement étiologique et un traitement fonctionnel ou un traitement symptomatologique. L'étiologie, c'est quand on s'attaque à l'organisme qui est défectueux ou là, qui fait que cette pathologie soit là.
Donc, on a dit que la sclérose en plaques, c'est une pathologie auto-immune, inflammatoire et ainsi de suite. Et du coup, donc, elle a des traitements. Et même dans le traitement médical, il y a un traitement étiologique, un traitement de fond, et il y a des traitements symptomatologiques qui vont aider notamment, par exemple, la spasticité, ou là, les troubles urinaires, ou là, les troubles, je ne sais pas, autre chose, d'accord. Et il y a le traitement de fond qui est spécifique à la sclérose en plaques. Donc, l'un ne peut pas remplacer. Par exemple, que quand il y a de l'inflammation, c'est un traitement, on peut donner un traitement médical qui va gérer l'inflammation. Mais ça reste un traitement symptomatologique. Le traitement des fonds, c'est autre chose. Ce sont les interférences, ce sont les immunosuppresseurs, les immunomodulateurs, et qui n'ont rien à voir avec le traitement symptomatique. Donc, tout en sachant, voilà, c'est pareil, la rééducation, elle s'intéresse aux symptômes. C'est-à-dire, on essaie de rééduquer cette asthénie, la spasticité, les troubles urinaires, les troubles vésicaux, les troubles de la marche, mais il ne peut pas, bien sûr, traiter tout ce qui se passe au niveau de la tête, au niveau du cerveau, au niveau de la moelle épinière. C'est pas possible, on est très loin. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas. Donc on fait une rééducation, on fait une éducation, mais on ne peut pas stopper la pathologie. Déjà, le traitement médical lui-même, jusqu'à maintenant, il n'arrive pas à régler le problème à 100%. C'est un traitement de fond qui espère allonger le temps entre les différentes poussées et que le patient soit plus ou moins le plus stabilisé possible, mais sans qu'il y ait de remède final pour la pathologie. Jusqu'à maintenant, ça n'existe pas. Non, la rééducation ne peut pas remplacer le traitement médical. Ils sont les deux à la fois. Donc, je vous remercie d'avoir été très clair sur ce point, parce que c'est quand même, l'ASEP, c'est un domaine vaste et il faut plus ou moins bien connaître les limites de ce qu'on peut proposer dans la rééducation et de connaître les objectifs de rééducation, comme vous l'avez mentionné. Voilà, c'est pour cela. J'ai deux autres questions, mais qui appartiennent au traitement. Je préfère les laisser au dernier chapitre. D'accord. C'est juste, je voulais rajouter une petite chose. Moi, j'ai insisté un petit peu sur les bilans. Je ne sais pas si peut-être j'étais un petit peu longue peut-être, mais pour moi, le bilan, c'est la clé du traitement. D'accord. En faisant un bon bilan, on peut se fixer facilement, plus ou moins, facilement les objectifs, là, on va dire les outils par lesquels on peut travailler et qu'est-ce qu'on veut. D'accord. Bien sûr, avec une certaine, avec bien sûr la participation du patient, et on va voir et de ses attentes aussi, ses attentes. Donc, si on se prive du bilan, si on se prive de ce qu'on a, le bilan, il va nous donner un petit peu la recette. C'est lui qui va nous donner la recette du traitement. Parce que comme je vous ai dit au début, les scléroses en plaques, les patients porteurs de sclérose en plaques sont pas tous pareils. Chaque patient, c'est une entité toute seule. Chaque patient, déjà par les différentes formes et par les différents signes cliniques. D'accord. Même si on a la même forme, on peut avoir des patients qui sont totalement différents. D'accord. Et même s'ils ont les mêmes symptomatologies, on peut les avoir d'une différence d'intensité. Par exemple, tous les patients ils peuvent avoir de l'asthénie, de la spasticité, des troubles moteurs de la marche, mais chacun d'eux, il aura ces troubles avec une certaine intensité. Il y en a ceux qui vont avoir plus du syndrome cérébelleux, plus que l'asthénie, l'autre qui va être plus asthénique que les troubles que le syndrome cérébelleux, le troisième, il aura plus de problèmes de spasticité qui est plus remarquable par rapport aux deux autres, ainsi de suite. Donc ça, c'est le bilan, et grâce au bilan tout seul qu'on peut avoir ces déterminations d'objectifs et pour avoir une meilleure vision le traitement en général. Mais d'une manière générale, il y a des principes généraux pour la rééducation, pour tout patient sclérose en plaques. D'accord. Ces principes, ils vont être faits selon déjà l'échelle EDSS de chaque patient. Comme je vous ai dit, de 0 à 5, c'est pas de 5 à 7, c'est pas de 7 à au-delà de 7. De 0 à 5, on a dit que les patients, ils ont des paramètres fonctionnels, mais ça n'atteint pas la marche. D'accord. La marche, elle est possible. Ce sont des patients qui se déplacent. Ils peuvent y avoir du déficit, un léger déficit, mais ils se déplacent quand même normalement quand ils veulent, jusqu'à le DSSA 4, où
le patient, il peut se mettre debout pendant 12 heures. D'accord? Pendant 12 heures, c'est possible, bien sûr intermittent de temps de repos, mais c'est possible d'avoir une station debout de 12 heures. Au-delà de 4,5, eh ben, le périmètre de la marche qui va notamment être réduit à 500 mètres, puis à 200 mètres, puis à 100 mètres, puis à quelques pas arrivant au DSS de 7,0. D'accord? Donc déjà, donc les principes, il faut voir, on est à quel DSS par rapport à ces patients. Et aussi, est-ce qu'on est à quelle phase? Est-ce qu'on est une phase de poussée inflammatoire ou bien en dehors de la poussée inflammatoire? Et puis, troisième des choses qui est très importante, parce qu'on a fréquemment le problème, c'est les possibilités cognitives. Est-ce que c'est un patient qui peut nous aider dans sa rééducation, qui peut contribuer à sa rééducation par ses atteintes, il n'a pas d'atteinte cognitive, ou bien c'est un patient qui est totalement altéré sur le plan cognitif. Donc, on sera plus ou moins limité par rapport à la rééducation et surtout à l'éducation par rapport à ces patients. Donc, on ne peut pas être vraiment entre guillemets, par rapport à la rééducation. D'accord? Donc, on va commencer déjà par les phases inflammatoires. Où là, voilà, en ayant un patient qui est en poussée. Alors, comme toutes les pathologies inflammatoires, c'est une règle générale. En poussée, il faut que le patient reste au repos. D'accord? Il ne faut pas qu'il y ait des exercices excessifs. Il faut qu'il y ait, quand même, c'est une phase, déjà, la sclérose en plaques, c'est une pathologie qui est asthénique. Et en phase de poussée inflammatoire, ils sont encore plus asthéniques. Donc, il va falloir reposer, mais on peut quand même travailler, faire des rodages, faire de la mobilisation passive, faire inciter le patient quand même à bouger, mais un minimum, sans qu'il y ait donc restreindre les fonctions qui vont abuser de son état physique inutilement. Donc c'est pas la peine. Donc il faut qu'il restreigne sa fonction et qu'il économise un petit peu ses forces musculaires et surtout faire un entretien respiratoire et être et aussi, on peut essayer aussi s'aider de la cryothérapie qui pourra être aussi efficace dans ces cas-là. Alors, en dehors de la poussée, donc on a aussi des principes généraux. Alors, comme l'asthénie reste une atteinte qui est majeure, donc première des choses, il faut voir cet impact de cette asthénie et essayer de fractionner le maximum possible les temps de travail, d'accord? Et respecter le temps de travail et aussi respecter les temps de repos. Pourquoi? Parce que notre objectif, justement, c'est quoi? C'est d'augmenter la capacité physique et mentale de ces patients. Et on va voir comment on peut augmenter, grâce à des méthodes bien définies, cette action physique. Privilégier aussi les exercices à visée fonctionnelle, mobilisation simple et tout, donc mobilisation, renforcement, flexion, extension, n'importe quoi, non. Il faut essayer de se focaliser sur des exercices plus d'ordre fonctionnel pour ne pas disperser l'économie gestuelle ou l'économie de l'effort dans des gestes qui sont pas du tout je perds le mot utile. Voilà, utile, c'est simplement effectivement, voilà. Et puis, élaborer des objectifs de rééducation avec le patient. Parce que des fois, comme j'ai dit, ce sont des patients qui sont jeunes. Et tout à coup, donc, ils sont en sclérose en plaques et des fois, ils se font des buts qui sont vraiment très, très, très loin par rapport à leur vie. Alors, c'est pas une raison non plus pour dire aux patients, écoutez, monsieur, vous avez une sclérose en plaques, n'espérez plus de remarcher, n'espérez plus de faire ceci. Non, c'est pas ça. Mais plutôt faire des buts de moyen terme. D'accord? De moyen terme, puis à long terme, il faut être toujours optimiste, bien sûr. Et il faut pas faire des buts qui sont
inaccessible non plus. D'accord? Il faut être en collaboration. Et plus on est en collaboration, plus on est bien, et plus on informe notre patient, et ben le patient lui-même, il va devenir acteur de sa rééducation, et il va nous aider de lui-même, ou là il va s'aider de lui-même dans sa rééducation. Donc ça, c'est très essentiel par rapport à la rééducation. D'accord? Alors, dans le cadre de la rééducation de l'asthénie, il y a plusieurs études qui ont été faites, notamment dans l'exercice physique. D'accord? Alors, la rééducation de l'asthénie, finalement, c'est pas le repos qui va l'améliorer. Au contraire, on a dit d'ailleurs, ce sont des patients qui vont garder de l'asthénie, même s'ils étaient reposés, même s'ils ont fait une bonne nuit de sommeil. Ça n'a rien à voir. Au contraire, c'est l'exercice physique qui va soulever le problème de l'asthénie. Alors cet exercice physique, il y a plusieurs études. Il y a des exercices physiques, on appelle avec intensité forte, et qui se font sur 30 minutes pendant 5 jours par semaine. Ou bien, il y a une autre étude qui parle d'exercice d'intensité modérée qui se fait en 20 minutes pendant 3 jours par semaine. D'accord? Ce sont deux méthodes qui sont différentes, mais qui sont on va dire, complémentaires. Et il y a la méthode, on va dire, mixte, ou entre les deux, d'ailleurs, entre les deux, et les deux qui vont s'instaurer sur le travail en exercice en aérobie. D'accord? En aérobie, pourquoi? On sait très bien ce que fait l'aérobie par rapport à l'organisme et par rapport à la fonction cardiovasculaire et la fonction musculaire. D'accord? En augmentant le volume d'oxygène dans le sang, en augmentant la fonction, je perds le mot, cardio-respiratoire. Oui, cardio-respiratoire, mais aussi le métabolisme et ainsi de suite. Donc, on peut gagner sur le plan cardio-respiratoire et et sur le plan de l'effort. D'accord? Et les études ont montré que ces exercices d'intensité de 30 minutes, à base par exemple de vélo ergonomique, d'accord, de 30 minutes et d'intensité qui est forte, mais c'est un travail de 1 minute. D'accord, entrecoupé de temps de repos, donc de travail de 2 minutes, entrecoupé de 1 minute de temps de repos, et qu'on va réaliser, je dis n'importe quoi, travail de 5 minutes, entrecoupé de temps de repos, et qui va être réalisé 6 fois. Donc 6 fois 5, ça fait les 30 minutes de travail, et qu'on va refaire pendant 5 jours par semaine. D'accord? En vélo, en ergothérapie, 5 jours par semaine, et les 2 autres jours, il va être en repos, et ainsi de suite, et on refait le travail. Alors, entre les séances, ou là, entre les séries de la semaine, on peut évaluer par le FIS, ou là, par le FSS, donc le Fatigue Impact Scale, et évaluer justement l'intensité de l'impact de la fatigue. Est-ce qu'on est en train effectivement d'améliorer cette symptomatologie de la fatigue, de l'asthénie, ou bien c'est pareil, et ainsi de suite. Normalement, c'est un protocole qui se fait minimum pendant 8 semaines. D'accord? C'est un protocole de 8 semaines. Et on essaye, bien sûr, et on fait en même temps le bilan. Il y a l'autre d'intensité modérée, payant les exercices pendant 20 minutes. Par contre, de 3 jours par semaine, et c'est pareil, c'est le même cycle aussi. Donc par contre là on va faire sur 4 minutes fois 5, d'accord, donc ça va faire les 20 minutes, et pour des personnes qui sont pratiquement, qui n'arrivent pas à être dans le temps, dans l'intensité forte, d'accord. Après avoir force musculaire, donc c'est aérobie qui va nous faire bien sûr augmenter la force musculaire, qui va nous faire augmenter le temps de cardio-respiratoire, qui va nous faire augmenter le taux du volume de l'oxygène dans le sang, et ainsi de suite. Donc tout cela, on peut faire l'alternance la combine entre les deux méthodes, une semaine par-ci, une d'intensité modérée et l'autre d'intensité intensive, et avoir un meilleur résultat à la fin de ces 8 semaines.
Donc ça a montré son efficacité par rapport à l'asthénie. En même temps, ça nous fait aussi un travail musculaire. Donc ça peut aussi augmenter la levée, le déficit qu'on peut avoir au niveau des membres inférieurs, ou bien même avec un cyclomètre en travaillant les membres supérieurs ou autres. Il y a aussi, par rapport toujours à la rééducation de l'asthénie, il y a le travail par Pilates. Alors la technique de Pilates aussi, il a prouvé son efficacité par rapport à cette symptomatologie qui est l'asthénie, par ces différents mouvements, différents exercices, et qui sont faciles à faire normalement. Enfin, facile, ça veut dire qu'il n'y a pas de matériel excessif, donc qu'on peut faire facilement chez soi. Donc, sur un programme de Pilates aussi, on peut travailler et lever le symptôme de l'asthénie. Troisième chose, c'est la cryothérapie ou là le traitement par le refroidissement, parce que on sait que la chaleur, ça n'a pas été prouvé scientifiquement que la chaleur des études que la chaleur elle influence la sclérose en plaques, mais tous les patients ils rapportent qu'ils sont mal quand il y a beaucoup de chaleur, d'accord. Donc, mais il n'y a pas de aux études, effectivement, il n'y a pas de cause et liens qui ont été faits. Mais donc, on essaie quand même par le traitement, on essaie de traiter par la cryothérapie ou là pour le traitement de refroidissement qui peuvent soulever ce symptôme de l'asthénie. Voilà. Ça, par rapport à l'asthénie. Par rapport au problème de la spasticité, il y a plusieurs traitements. Le premier traitement que moi je préconise et qui me fait énormément par rapport à ma pratique, on va dire, c'est je travaille beaucoup avec la méthode de Bobat et ça me rapporte énormément de bien. D'accord. Je suis très satisfaite et les patients aussi, ils s'adaptent facilement. Mais avant ça, j'en ai parlé, il faut qu'il y ait une éducation du patient. Quand on éduque notre patient à une certaine utilisation, à une certaine manœuvre, donc ils deviennent eux-mêmes aussi acteurs dans leur pratique. Du coup, quand on va faire cette méthodologie, ça va pas être restreint juste de la séance. Donc ils peuvent continuer même d'eux-mêmes à faire des mouvements qui peuvent toujours baisser et travailler, baisser leur tonus musculaire et travailler la spasticité et en même temps retravailler les muscles antagonistes en travaillant la force musculaire qui sont inhibés par cette spasticité. D'accord. Donc lever la spasticité par le moyen comme je viens de dire. Oui, si on. Oui, Madame Chef, désolée de vous interrompre. Oui. Ça va couper d'ici quelques secondes, c'est normal parce qu'on a dépassé presque à 1 heure. Oui. Donc on va reprendre juste après la coupe. D'accord. Donc j'étais dans la rééducation de la spasticité. Donc on a dit il y a la méthode de Bobat, il y a de la cryothérapie aussi qui peut intervenir et qui a toute sa place par toutes ces méthodes. Il y a aussi les étirements doux et simples et voilà. Et il y a bien sûr à travers le Bobat le travail de la musculature des antagonistes pour récupérer la fonction qui est délétère. D'accord. Et puis il y a la rééducation de la marche qui est essentielle parce que d'abord c'est par rapport au but des patients, c'est de récupérer leur marche bien sûr le maximum possible avec le moins de coûts énergétiques, avec plus d'esthétique, avec donc tout ça, pardon. On peut le travailler ça dépend aussi du déficit qui fait ce trouble de la marche. Est-ce que c'est le déficit lui-même, donc s'il y a un déficit par rapport à la musculature, donc le renforcement musculaire, qui a aussi prouvé son efficacité par rapport à la récupération déficitaire, donc le renforcement musculaire tout court des muscles. Bien sûr, toujours, il faut surveiller le seuil de la fatigabilité des muscles. D'accord. S'il y a des troubles de coordination d'origine proprioceptive, donc il va falloir travailler la proprioception.
dans toutes ces étapes, d'accord, et dans toutes ces postures, ça dépend de la posture de chaque patient, la station assise, quadripédique, ainsi de suite, la marche et debout et puis la marche. Et puis si c'est cérébelleux, si c'est d'origine cérébelleuse, donc il faut entamer plutôt sur le versant cérébelleux, la rééducation cérébelleuse et de l'ataxie cérébelleuse. Effectivement. Il y a ce que j'ai dit par rapport aux troubles de la marche. Il y a aussi le retentissement sur la marche sur le terrain irrégulier, la marche sur la montée, la descente des escaliers et donc tout ça, il faut le travailler aussi avec ces patients. Il ne faut pas hésiter par contre, puisque c'est une pathologie qui est chronique, il ne faut pas hésiter de se faire aider par les moyens, des techniques. Parce que ce sont des patients qui vont évoluer. On n'a pas la baguette magique non plus. S'ils ont un problème de marche et s'ils ont un problème de sécurité et qu'ils peuvent tomber à n'importe quel, il faut utiliser les aides techniques, que ce soit une canne, que ce soit un cadre de marche, un rollateur, des aides techniques, des releveurs, n'importe quoi qui peuvent. Donc ça dépend de la symptomatologie, qui peuvent aider pour que ce patient puisse reprendre la marche. Ce qui nous intéresse, c'est la fonction. C'est pas que on n'est pas en train de se battre contre cette sclérose en plaques pour récupérer un déficit qui est peut-être totalement perdu ou là d'une grande partie perdue. D'accord? Donc, s'il y a moyen de s'aider par une aide technique, il ne faut pas hésiter. Et ça reste un adjuvant très complémentaire à la rééducation de la sclérose en plaques. Il ne faut pas s'en passer. Aussi, dans la rééducation, dans les troubles, donc j'en ai parlé de quoi? J'ai parlé de l'asthénie, j'ai parlé de la spasticité, des troubles de la marche, la récupération fonctionnelle ou la récupération motrice, donc c'est le renforcement, l'hydrothérapie aussi. L'hydrothérapie sur bien sûr une piscine fraîche, pas de piscine chaude, ça c'est sûr, pas d'eau chaude. L'hydrothérapie aussi, ça pourrait être un adjuvant qui est très important. Et puis il y a la place, j'en ai parlé au tout début par rapport à la question d'il y a la jeune femme, la place du sport. Alors dès le départ, au tout début, moi ce que je dis par rapport au patient, cette aérobie et cette bonne fonctionnalité par la suite et garder la forme justement, on peut conseiller aux patients de faire un sport qui n'est pas trop excessif mais qui peut garder justement cette aérobie fonctionnelle, cardiovasculaire, telle que la marche, tel que le jogging, c'est possible. Si c'est une forme qui est vraiment très, 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 on va dire très minime. Hein. Il n'y a pas de sclérose bénigne, mais minime, on va dire au tout début. Donc ça dépend des hobbies de chaque patient. C'est pour cela qu'on doit avoir le patient qui est partenaire avec nous, ce qu'il veut faire. Il y a du vélo, il y a la natation, comme j'ai dit, sur de l'eau froide. Voilà. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas, peut-être j'ai oublié quelque chose, mais bon, si vous m'aidez par des questions, peut-être je vais cibler mieux. Est-ce que ça va faire... Oui, en fait, si on a assez de temps. Est-ce qu'on a assez de temps? Oui, vous pouvez quand même détailler. J'ai assez de questions, je crois 5. Mais avant de passer aux questions, j'aimerais bien, moi-même, je veux participer par une idée. Peut-être... Oui. C'est une idée importante. Lors d'une conférence internationale il y a 2-3 années, ils ont publié une revue de littérature, de plusieurs revues de littérature, c'est-à-dire un peu tout ce qui a été écrit par rapport aux AVC. Et sur le critère, oui, sur l'AVC, l'accident vasculaire. D'accord. Alors en fait, sur le critère spasticité, toutes les études ont montré que la kinésithérapie, quelle que soit la technique neuromusculaire ou technique de mobilisation simple, ne donne pas une amélioration par rapport à la spasticité. Et moi-même, j'ai intervenu pour plus ou moins rappeler une chose très importante. C'est que nous, en kinésithérapie, on ne peut pas lever la spasticité de manière définitive. Nous, ce qu'on fait, c'est plutôt réduire son impact pendant un moment pour qu'on puisse faire de l'actif. Parce que la spasticité va nous empêcher
Et ça, Oui, peut-être, effectivement. oublier cet aspect, parce que nous, on ne traite pas la spasticité, on a besoin d'un moment d'accalmie pour pouvoir faire de la rééducation. Et j'ai lu une étude très intéressante que les techniques qu'on fait pour la spasticité permettent de donner aux personnes une meilleure réponse proprioceptive et posturale par rapport au déséquilibre. Elle améliore l'équilibre pendant un moment après les techniques. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En réduisant la spasticité, ça va, par exemple, je dis n'importe quoi. On a une spasticité au niveau du biceps, par exemple, qui va nous rendre le coude qui est totalement fléchi. Ça veut dire que le patient n'a aucune capacité de faire l'extension. D'accord? Si c'est soi-disant, quand on parle d'une spasticité qui est assez sévère, entre 2 et 3. D'accord? Donc ça, soit il n'a pas de capacité carrément, ou là, il a plutôt une capacité qui est partielle. D'accord? Alors, mais si moi, je réduis la spasticité, même si c'est momentané, du biceps, ça veut dire que je donne plus de chances de travailler en actif mon triceps. D'accord? Et si je le rends plus actif, alors cette activité justement de ce muscle qui est antagoniste, elle va automatiquement inhiber la spasticité du biceps. Et c'est comme ça, et donc c'est un cercle vicieux. Donc ça fait plutôt une éducation gagnant-gagnant. Je réduis, mais c'est le muscle actif qui va réduire et ce contrôle. D'ailleurs, c'est le concept de Bobat. C'est ça ce que dit Bobat. On essaie de réduire momentanément et de donner le temps de donner plus de pouvoir aux muscles agonistes de travailler activement, automatiquement, il y aura un rééquilibre d'innervation réciproque d'agonistes et antagonistes, et puis il y aura une activation du muscle qui est inhibé, qui était plus inhibé que paralysé. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut, par exemple, par le test pharmacologique, peut-être qu'on dit que l'injection le phénol du muscle qui est spastique, et là on voit, est-ce qu'en paralysant une injection du phénol, il fait quoi? Il fait une paralysie momentanée de quelques heures, le muscle qui est spastique, et on voit est-ce que le muscle antagoniste, il a toujours la capacité de se mobiliser ou pas. Et des fois, on se rend compte, alors que le patient n'était pas du tout capable de se mobiliser, on se rend compte non, que le muscle, il se mobilise. Donc, en fait, le muscle n'était pas paralysé, mais il était inhibé. Et donc, c'est ça l'intérêt de nos actions par rapport à la spasticité. Donc, c'est d'inhiber momentanément et donner de la chance aux muscles antagonistes pour qu'ils soient plus actifs. Et c'est ça le but, c'est activer, et comme ça, il y aura une meilleure innervation réciproque, ce qu'on appelle l'innervation réciproque antagoniste. D'accord? Et il y a tous les moyens. Moi, j'ai assisté à un congrès international qui a été fait ici à Casablanca d'ailleurs, et où les kinés, au contraire, ils insistent beaucoup. Et il y avait professeur, je me rappelle plus, mais bon, c'était une sommité dans la sclérose en plaques de la salpêtrière, et carrément, vous savez ce qu'ils font dans leur service? Moi, j'étais étonnée de voir, d'entendre ça de la part des Français. Et ben, tout simplement, ils disent à leurs patients, c'était un service spécial dédié à la sclérose en plaques. Ils demandent à leurs patients, avant d'arriver à la séance, de mettre des sous-vêtements réfrigérés. Vous savez ce que c'est? Ça veut dire des collants, ils le mettent au réfrigérateur, au congélateur, et de le mettre avant juste de venir. Ça leur permet justement, au moment de déplacement, de faire de la cryothérapie. Ça leur permet de diminuer cette spasticité. Certes, c'est une diminution qui est momentanée, ça c'est sûr. On n'arrive pas à faire durer le travail ou le bénéfice de la cryothérapie, mais ça permet au kiné de travailler activement avec le patient justement les muscles qui étaient inhibés et pour améliorer la symptomatologie. Voilà. Alors, j'ai deux questions qui sont vraiment très proches. La fréquence des séances et pour quel stade la rééducation? La fréquence des séances et pour quel stade? La rééducation. Alors, je commence par la première. Pour quel stade? J'ai dit, ça dépend de l'EDSS, d'accord? De l'EDSS, dès que le patient il a été informé ou il a été diagnostiqué sclérose en plaques, on peut ne pas faire vraiment de la rééducation. Ça ne sera pas de la rééducation, mais ça sera de l'éducation.
D'accord? Parce qu'il n'y a rien à rééduquer déjà. À cette phase-là, le patient, il est totalement intact. D'accord? Donc l'éducation, c'est quoi? C'est l'éducation comportementale, thérapeutique. C'est que on va dire à ce patient, c'est pas parce que vous n'avez pas de problème, alhamdoulilah, moteur qui sont aidants, mais on doit garder l'état physique bien. Et comment? Par une éducation sportive. Une éducation sportive, on va tout simplement être amené, moi et le patient, à dire laquelle. On va dire, je suis boxe ou là le kick, je ne sais pas moi le kickboxing, je ne sais pas des sports qui sont très violents bien sûr, mais je veux viser tout simplement pour l'amener à viser à faire du sport qui est à viser aérobique. D'accord? Pour travailler plus l'endurance. Et dans ce sens, c'est pour garder son endurance et pour rehausser justement le niveau de son endurance tout simplement pour garder, et parce que l'endurance, ça travaille bien sûr l'effort, mais ça travaille aussi la force musculaire. D'accord? Donc, par ces thérapies. Donc, déjà ça, et on peut avoir des séances, pas de pourvoir, mais c'est juste un petit peu pour évaluer les choses, comment ils se font. Donc, comment il évolue, est-ce qu'il fait bien, pour qu'il y ait un feedback entre là. On peut avoir ça, on peut le voir une fois, généralement on le voit avec le médecin, généralement dans une consultation multidisciplinaire, est-ce qu'il arrive à exécuter son sport. Donc c'est une, quand il va bien, quand tout va bien, c'est une consultation une fois chaque 3 mois. Donc c'est pas journalier, c'est à fréquence d'une fois par 3 mois, ainsi de suite. Sauf s'il y a une poussée qui se déclare ou là qui se déclenche, ça sera autre chose. Donc ça, on a dit de EDSS de 0 à 3, à 3,5, d'accord? À partir de 4, il y a les troubles moteurs qui surviennent, et notamment les troubles de la marche. Alors là, il serait bien sûr judicieux de faire une séance de rééducation qui est en bonne et due forme, à intervalle de 2 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine, pas plus. Donc voilà, et ça sera une éducation. Alors justement, avec le cyclomètre et l'ergomètre, il vaut mieux que le patient l'ait à sa maison, chez lui, comme j'ai dit tout à l'heure, donc le travail de l'endurance et tout, donc il peut, normalement c'est un travail à faire, c'est pour les patients qui sont légèrement grabataires, donc normalement jusqu'à 6. Donc jusqu'à 6,5 maximum. Donc généralement, c'est une éducation que peut faire le patient chez lui. Il peut avoir le cyclo-ergomètre chez lui et faire le travail chez lui avec le sport, avec les séances de rééducation qu'on peut. Ça dépend du bilan qu'on a eu. Est-ce qu'il y a un problème de déficit qui se déclenche, ou là, un problème de spasticité, ou là. Donc ça dépend de notre bilan qu'on a fait et on essaie de régler le problème par des séances intermittentes de 2-3 fois par semaine. Voilà. Au-delà de ça, le patient, il est grabataire. Donc, il est totalement confiné au fauteuil roulant. Puis, par la suite, il sera confiné au lit. Donc, ça va être dans les séquelles. On va être dans c'est pas dans les séquelles, mais surtout dans la prévention des complications de l'alitement prolongé, de l'immobilisation. Donc, essayer de moduler tout ce qui est articulaire, tout ce qui est respiratoire, tout ce qui est cutané, tout ce qui est troubles de déglutition. Si on a aussi, on peut être amené à faire de la rééducation respiratoire, des encombrantes, ainsi de suite. Donc, ça dépend de ce qu'il a. Alors, en fait, j'ai 3 questions que je vais empiler en une. Par rapport à la spasticité, le renforcement et l'électrothérapie. En fait, j'aimerais juste vous dire que ce sont des questions qui se répètent chaque live. Donc, l'électrothérapie, spasticité, ou bien le renforcement et spasticité. Alors, renforcement, spasticité. Le renforcement, quand on parle de renforcement, spasticité, moi, ce que je ne comprends pas, qu'est-ce qu'on veut renforcer? Le muscle spastique ou le muscle qui est déprimé, qui est inhibé? Parce que sur ça, on en a parlé. Au contraire, c'est bénéfique. Si j'arrive à inhiber la spasticité du muscle qui est spastique et j'arrive à travailler activement, c'est bien. Mais que je renforce le muscle spastique, c'est pas un renforcement. Il faut pas parler de renforcement, mais il faut parler d'un travail actif et comment je dirais, et contrôlé. Voilà, travail actif contrôlé. Ça veut dire, j'ai mon biceps, toujours je retourne, j'ai mon biceps qui est spastique. Oui,
je vais essayer de inhiber le travail de la spasticité pour travailler le triceps. D'accord. Mais est-ce que le biceps, je ne le travaille pas? Non, on peut le travailler. Mais je vais le travailler dans une position contrôlée. Ça veut dire quoi contrôler? Ça veut dire que je veux une contraction active de la part du patient sans qu'il soit fait par spasticité. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Je veux une flexion, mais qui ne soit pas faite par la spasticité. D'accord? Et quand on veut faire ça, c'est un travail qui est totalement actif. Quand on parle de renforcement, renforcement, ça veut dire contre-résistance? Non. Si c'est contre-résistance, non. Non, c'est catégoriquement non. Il n'y a pas de travail parce que impossible de travailler un muscle spastique contre résistance et qu'il soit contrôlé. C'est impossible. C'est impossible. Il faut que ça soit actif et il faut justement actif et doux, très doux, le plus doux possible. Si on est dans la vitesse, on exacerbe la spasticité automatiquement. Si on est dans la douceur, et donc on est dans le contrôle, dans le travail contrôlé, obligé. D'accord? Donc ça par rapport au renforcement et spasticité. Maintenant, électrothérapie et spasticité. Moi, personnellement, j'y crois pas beaucoup. Je ne travaille pas avec et j'y crois pas. Maintenant, j'ai cherché dans la littérature parce qu'il y a des avis controversés. Il y en a ceux qui sont pour, il y en a ceux qui sont contre. On parle d'une neurostimulation pour la spasticité ou la neurostimulation surtout pour la marche fonctionnelle, d'accord, qui est faite même sur des muscles bien sûr spastiques et déficitaires. Mais c'est pas d'électrothérapie qu'on a, c'est pas le fameux électrode qu'on met sur les patients, ce qu'on a normalement sur le marché marocain, c'est ça de quoi je parle. Donc ça n'a rien à voir avec ça, c'est possible. Donc les neuros et tout de même, les appareils qu'ils font, ils n'ont pas prouvé une supériorité d'efficacité par rapport au traitement neurophysiologique ou le réentraînement à l'effort ou la rééducation motrice. Non, il n'y a pas de supériorité. Donc ça se fait, oui, mais il n'y a pas de rapport de supériorité. D'accord. Alors, j'ai deux questions concernant toujours la CEP. La première question, c'est en rapport avec un entraînement à l'effort à l'aide de gilets. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? À l'aide de gilets? C'est-à-dire, oui, le patient, il porte un gilet. Peut-être, je pense que selon la personne qui a écrit la question, c'est un gilet lourd. Et s'il le met pendant longtemps, ça va plus ou moins engager des dépenses énergétiques. Et donc, la personne va faire... Ça va chauffer, c'est sûr que ça va chauffer. Tout ce qui chauffe, c'est interdit. Oui. J'ai jamais entendu, mais par principe, j'ai jamais entendu. Je ne sais pas, head gilet, moi j'en ai vu, ça se fait, donc les entraînements physiques. Alors, je demande à la personne de réécrire sa question de manière plus claire, qu'on puisse comprendre, parce que j'ai jamais entendu parler de ça. Là, j'ai jamais entendu si c'est le gilet peut-être dans le sport normal ou là, je ne sais pas. Mais en général, si j'imagine un gilet, si c'est du plastique ou là, et tout ce qui chauffe, c'est interdit. Tout ce qui chauffe, c'est à proscrire. Même des fois, laver la vaisselle à l'eau chaude, on le proscrit pour les femmes. Mettre trop de séchoir, on le proscrit aussi. Donc des choses, tout ce qui met la femme, donc les peintures, tout ce qui fait que les choses, que la patiente ou le patient soit en contact avec la chaleur, vaut mieux éviter. Alors, j'ai la deuxième question, l'isocinétisme. L'isocinétisme. Et la CEP. Et la CEP. Donc l'isocinétisme, c'est dans le renforcement musculaire aussi. Oui, oui. En fait. Oui, c'est le renforcement musculaire. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure dans le renforcement musculaire. Oui, c'est possible. Ça dépend. C'est possible quand il s'agit d'une sclérose en plaques qui n'est pas trop spastique. Quand on n'est pas en train de renforcer sur des muscles qui sont spastiques. Par exemple, je dirais bien l'isocinétisme du quadriceps, alors que c'est un patient qui est en triple extension, en schéma d'un chaîne d'extension extrême. Et je vais quand même lui faire l'isocinétisme en travaillant encore plus son quadriceps. Non, c'est pas logique. D'accord? C'est pas logique. Par contre, si c'est s'agit d'un patient qui est plus cérébelleux, ça oui.
un patient qui a plus de troubles de la marche sans qu'il y ait spasticité, oui, il n'y a pas de souci. On peut travailler. On a dit que le renforcement musculaire, il a trouvé son efficacité, mais il faut faire attention par rapport à l'asthénie. D'accord? Il faut vraiment doser le travail, le temps de travail par rapport au temps de repos. Donc, alors, doser. Je pense que j'ai une dernière question concernant toujours la spasticité, le traitement. Est-ce que la levée de tension sur les muscles spastiques ne pourrait pas aider à diminuer la spasticité pendant la séance? Levée de tension. Levée de tension, c'est d'ordre périphérique. Oui. Levée de tension, c'est totalement périphérique. Alors que la spasticité, elle est d'ordre central. Ça n'a rien à voir avec la périphérie. Alors, il y a une grande différence entre contraction et contracture et spasticité. D'accord? D'ailleurs, bon, j'ai parlé de la spasticité, j'ai pas parlé vraiment de l'examen de la spasticité, comment on le fait, comment on trouve, mais ceux qui ont palpé la spasticité, la texture du muscle à la palpation n'a rien à voir avec une contracture, n'a rien à voir avec une rétraction non plus. D'accord? Et du coup, donc, on peut pas faire la même chose, ça n'a rien à voir. Je pense que ça n'a pas de là, ça n'a pas. Donc, on agit sur des systèmes qui sont beaucoup plus loin, un petit peu que le muscle. C'est pas le muscle, c'est le muscle, c'est juste, il est juste un effecteur et bon, c'est réactionnel au niveau du muscle, mais c'est au niveau du nerf lui-même, du faisceau pyramidal. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, c'est une reconstruction plus cérébrale. Et on a dit, c'est pour la spasticité, il faut reconstruire cette innervation réciproque entre muscles agonistes et antagonistes. On n'agit pas que sur le muscle qui est spastique. D'accord? Donc, c'est pas ça, c'est pas la contraction. J'ai le droit quand même de poser une question concernant la spasticité. L'étirement, doux, mais très très lent. Est-ce que c'est bien de le faire? Oui, je le fais, je le pratique. Au contraire, c'est parmi les thérapies que je donne, justement, parmi les éducations thérapeutiques que je donne aux patients de faire. Donc, automatiquement, toute spasticité, que ce soit même sclérose en plaques, pour toute spasticité, de faire des étirements doux, auto-étirements ou étirements passifs. Oui, ça se fait, bien sûr. Donc, on touche à la fin de ce live. Je tiens à vous remercier énormément au nom de l'Association marocaine de thérapie manuelle et au nom de tous les participants. Vous m'avez honoré par votre présence. Vous étiez très explicite. On a beaucoup appris avec vous. Donc, je vous laisse le mot de la fin pour si vous voulez dire quelque chose. Oui, merci à vous, merci à Siones, merci à toute la MTM pour cette occasion que vous m'avez donnée. J'espère que j'étais claire, j'espère que j'ai été assez utile pour tout le monde. Voilà, donc je suis à votre disposition. S'il y a d'autres questions à me donner, je suis là. Donc voilà, tout dit. Il y aura sûrement des choses que j'ai pas dit. Par oubli ou là par méconnaissance, c'est possible. Mais bon, j'ai essayé de partager ma simple expérience avec vous et j'espère que j'étais assez utile. Voilà. Merci Madame Sharifa. Donc on compte, Inch'Allah, vous avoir dans un autre live, si votre temps le permet, Inch'Allah. Et pour les participants, je vous donne tous un rendez-vous demain avec Simon Lombard. On va parler du syndrome du défilé thoraco-brachial. Au revoir. Salam alaikum, Madame Sharifa. Merci, au revoir.